Bien, bonsoir à tous et merci de votre présence autour de François Arago. Premier temps donc de ces des trois présentations qui vont suivre, la science. J'ai utilisé, n'étant pas historien des sciences, beaucoup l'ouvrage qui vient d'être cité par mon prédécesseur, de James Lequeux, qui lui a été voir beaucoup de sources, et j'ai extrait notamment de cet excellent et récent ouvrage un certain nombre de figures qui figurent dans mon exposé. Au XVIIIe siècle, la science est encore très largement une science de cabinet de curiosité. Non pas pour dire qu'il n'y a pas de vrais scientifiques, déjà au XVIIIe siècle, on pourra en citer de nombreux, mais elle n'a pas encore le caractère d'organisation collective que, comme cela a été rappelé tout à l'heure, l'Académie des sciences, l'École polytechnique et tout particulièrement le rôle d'Arago dans ses fonctions successives vont lui donner. Le cabinet de physique rassemble des curiosités, des aimants, des pierres étranges, des coquillages, des vertèbres de fossiles, etc. Et plus là, comme son nom l'indique, pour stimuler la curiosité, ce qui évidemment est l'ingrédient fondamental de la recherche scientifique, que pour servir à l'organisation de ce qui sera la réussite du XIXe et surtout, bien sûr, du XXe siècle, une science professionnelle. Et le rôle d'Arago dans ce virage va être très important. Arago a une vie que je qualifie de savant curieux et d'expérimentateur habile. J'ai rassemblé dans ce tableau un certain nombre des thématiques auxquelles Arago s'est intéressé et a contribué par des découvertes parfois importantes. J'ai souligné en rouge celles dont je vais vous parler. Il y en a beaucoup d'autres. J'espère avoir le temps de les aborder. Et puis, vous avez le déroulement de la première moitié du XIXe siècle qui nous a été rappelé pour sa vie elle-même. La grande problématique scientifique, c'est la lumière, avec deux questions majeures qui sont l'objet de l'attention de toute la communauté scientifique d'alors. Qu'est-ce que la lumière et à quelle vitesse se déplace-t-elle? Mais il y a d'autres sujets, bien entendu. L'électromagnétisme trouve sa naissance, la mesure de la Terre sur laquelle nous nous attarderons un instant, puisque j'avais proposé quelques questions aux jeunes collégiens qui sont ici pour qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'a fait Arago. L'astronomie, avec d'une part la contribution d'Arago en tant que directeur des observations de l'Observatoire de Paris, je ne m'étendrai pas sur cette partie importante, et par contre la naissance de l'astrophysique à laquelle Arago a vraiment contribué, sinon a été le premier. Et puis il y a toute cette facette de cet esprit curieux qui s'intéresse vraiment à tout. On a mentionné les puits artésiens et donc l'alimentation en eau de Paris, la photographie, mais aussi bien sûr la machine à vapeur, les chemins de fer, et j'en passe. Arago est un esprit curieux, universel. Peut-être pourra-t-on lui reprocher, et certains des confrères qui siégeaient avec lui dans la même salle où vous êtes aujourd'hui l'ont fait abondamment, de ne pas avoir approfondi suffisamment les idées souvent très avancées et les expériences très remarquables qu'il a fait. Mais voilà, Arago, c'était Arago. Alors, parlons de la lumière, si vous voulez. Arago arrive au moment où deux génies fort différents ont émis sur la lumière deux points de vue contradictoires. Isaac Newton, qui est mort depuis un moment, mais qui a l'immense prestige de la gravitation universelle, affirmait que la lumière est un flux de corpuscules. Un jeune physicien, musicien britannique, Thomas Young, affirme, lui, en 1802, donc il est tout jeune, vous voyez, il n'a pas 30 ans, que la lumière est une onde et qui se propage dans un éther, puisqu'on n'imagine pas, et on ne l'imaginera pas tout au long de la carrière d'Arago, que la lumière puisse se propager sans support matériel, de même que le son se propage avec le support matériel de l'air ou qu'un ébranlement dans l'eau se propage ou une onde sismique dans la terre se propage avec le milieu matériel qu'est le sol. Laquelle de ces deux visions est correcte? Et ça va être l'objet notamment du programme d'Arcueil qui a été mentionné tout à l'heure. Alors je commence par une découverte qui va marquer énormément Arago,
qui est due à Étienne Louis Malus. Étienne Louis Malus se tient à l'école des mines devant une fenêtre qui voit le jardin du Luxembourg, le boulevard Saint-Michel, tout près d'ici. Et il s'intéresse aux cristaux, c'est dans les pièces où figure aujourd'hui l'admirable collection de minéraux de l'école des mines. Et il regarde le soleil couchant se réfléchir dans une des vitres du palais de Luxembourg, avec à peu près la géométrie des rayons que j'ai tracée ici. Il tient à la main un cristal de spathe d'Islande et, curieux, il constate qu'en faisant tourner ce cristal, il est capable d'éteindre pratiquement complètement le reflet du soleil dans la fenêtre du palais. C'est un problème complètement nouveau. Quelle est la cause de cet effet très mystérieux? Alors, on savait déjà que le spathe d'Islande avait des propriétés assez particulières vis-à-vis de la lumière, mais ce que l'on déduit de l'expérience de Malus, c'est que la lumière a une propriété nouvelle qu'on va appeler la polarisation de la lumière et sur laquelle on ne sait pas grand-chose, sauf que l'on peut produire, par exemple par la réflexion sur une vitre ou sur la surface de l'eau, le phénomène que chacun d'entre nous connaît, ayant porté des lunettes polaroïdes et ayant constaté que ces lunettes sont confortables parce qu'elles évitent de recevoir l'intensité des reflets de la lumière du soleil ou du ciel sur l'eau, par exemple. Premier élément qui va beaucoup frapper Arago. Et puis, naturellement, la découverte de Jung, que j'ai citée, 1802. Jung constate que lorsque l'on a deux sources de lumière, ici A et B, vous avez le dessin originel de Jung, eh bien, sur un écran placé à gauche, on voit alternativement des franges lumineuses et sombres que Jung va qualifier, et il est le premier à utiliser ce terme, de franges d'interférence. Il va interpréter ces alternances de lumière sombre et de lumière claire par la combinaison, l'addition ou la soustraction de deux ondes émises par les deux trous sources de lumière, A et B, qui tantôt vont s'ajouter, tantôt se soustraire. Les lignes sur lesquelles ces ondes s'ajoutent sont ici entre des lignes où elles se retranchent, que vous voyez en clair, et qui sont ce qu'on appelle des franges d'interférence. Ce phénomène perturbe la communauté scientifique newtonienne et corpusculaire, et Jung l'interprète correctement, probablement à cause de son expérience de musicien, comme un phénomène ondulatoire qui lui permet d'affirmer que la lumière est une onde. Ces travaux seront connus d'Arago par l'intermédiaire de Fresnel, dont il a été également question. Mais Arago va très vite, et surtout Fresnel, emboîter cette interprétation de la nature ondulatoire de la lumière. Voilà les franges d'interférence. Fresnel est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il est capable de travail expérimental, mais surtout d'un travail comme les miroirs avec lesquels il fait de manière beaucoup plus commode des franges comme Jung, mais surtout d'une interprétation mathématique de la propagation des ondes et de la représentation de ce phénomène d'interférence. Il est donc un disciple inconditionnel ou presque de Jung. Et il affirme ce principe qui porte le nom d'Huygens, puisqu'au XVIIIe siècle, Huygens avait déjà soutenu, sans beaucoup de preuves, l'idée d'une théorie ondulatoire de la lumière, dans lequel, et vous voyez ici des ondes sur la surface de l'eau que j'ai photographiées à l'entrée d'un port, eh bien vous voyez que la fermeture du port par deux petites digues produit un changement de direction des ondes. C'est le phénomène de diffraction dont Fresnel va devenir capable d'interpréter très correctement. Et il obtient également, lui, les mêmes franges que Jung. Alors, en 1816, Arago pose une question cruciale.
Vous savez qu'en science, la manière de poser la question est souvent beaucoup plus importante que de donner la réponse. Il se pose la question suivante. Il a suivi le travail de Malus, il sait qu'il y a des lumières ayant deux polarisations différentes, qu'on peut éteindre l'une ou l'autre en faisant tourner le cristal de 90 degrés. Et donc il se dit, est-ce que si un des trous de Young a la lumière dans un sens polarisé et l'autre dans l'autre sens, est-ce que les interférences vont subsister ? La réponse est donnée par l'expérience, non. L'apparition de franges d'interférence est impossible lorsque les deux faisceaux lumineux qui doivent concourir à leur production sont polarisés en sens contraire. Donc l'expérience est d'Arago et l'interprétation va être de Fresnel et elle va être problématique pendant les 30 années qui vont venir. Arago et Fresnel proposent que les ondes de lumière soient des ondes transversales, non pas comme les ondes acoustiques qui sont des ondes de compression et de dilatation du fluide, air, eau, terre solide, lors de leur propagation, mais des ondes analogues aux ondes de surface de l'eau, c'est-à-dire où le déplacement du fluide, ici l'éther, est perpendiculaire à la direction de propagation. On saura beaucoup plus tard, il faudra attendre Maxwell à la fin du XIXe siècle, que ce qui caractérise la transversalité de la lumière, c'est un champ électrique et un champ magnétique qui sont perpendiculaires à cette direction de propagation. Mais la transversalité des ondes électromagnétiques pose un énorme problème parce qu'elle obligerait, et Arago s'en rend bien compte, à remplacer l'éther élastique, fluide, invisible qui remplit le vide entre les étoiles par un milieu qui ait des propriétés asymétriques dans lesquelles une direction soit différente d'une autre. Et ceci impose des propriétés analogues à un cristal. Et c'est vraiment beaucoup demandé à cet éther que de se comporter comme un cristal. Alors aujourd'hui, nous avons résolu le conflit entre ondes et corpuscules. Je vous montre une image d'une expérience bien classique dans laquelle on a des franges Young, mais où la lumière arrive en quantité extrêmement petite. Et on a un récepteur de lumière photoélectrique où on voit les impacts de chaque photon. Et vous voyez sur les deux images supérieures des petits points, chaque petit point étant l'impact d'un photon. Mais si on attend assez longtemps, chaque photon passant, disons, toutes les minutes par un trou, donc il faut attendre longtemps, plusieurs heures ou plusieurs jours, on voit se former la figure d'interférence qui témoigne d'une nature ondulatoire. Alors, la lumière est-elle une onde ou un corpuscule ? Il a fallu attendre la mécanique quantique et le milieu du XXe siècle pour réconcilier ces deux points de vue qui se référaient finalement à notre expérience sensible. Quelque chose qui se propage d'un point à un autre, eh bien c'est ou une particule comme une balle, ou une onde comme un son, et malheureusement la nature, ou heureusement peut-être, ne se conforme à aucun de ces deux modèles issus de notre expérience sensible. Alors, la question va rester posée, et un homme comme Laplace, protecteur d'Arago, ne va jamais se rallier à l'explication ondulatoire, bien que les preuves s'accumulent. Et je veux donner quelques exemples ici de ces preuves. Arago imagine une expérience extrêmement subtile, le prisme d'Arago. Si la vitesse de la lumière, puisque vitesse et nature de la lumière sont liées, je vais y revenir, si la vitesse de la lumière est dépendante du milieu dans lequel elle se propage, alors on peut la mesurer cette variation à l'aide d'un prisme. Arago va faire l'expérience, il va la faire très souvent, et il dit, on verra que l'observation de la déviation totale à laquelle les rayons sont assujettis en traversant un prisme fournit une mesure naturelle de leur vitesse. Arago va faire l'expérience, et il va trouver aucune variation de la vitesse de la lumière, moins de 2%. Alors les conséquences sont que la théorie de Newton, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, souffre déjà beaucoup de cette expérience. Mais finalement, puisque j'ai dit que ça allait durer une trentaine d'années, vers 1834, Arago va faire une expérience décisive, qu'il appelle lui-même une expérience cruciale, celle de comparer directement la vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau. Pour cela, il invente un appareil, il va y travailler presque 10 ans, et il va échouer.
Il a beau être un bon expérimentateur, il échoue. Et l'expérience est reprise en compétition d'ailleurs par Fizeau et Foucault, deux grands opticiens, qui en 1850 concluent très clairement, leurs mesures sont indiscutables, que la vitesse de la lumière dans l'air est supérieure à la vitesse de la lumière dans l'eau. Et ceci est entièrement contradictoire avec la théorie corpusculaire de Newton. À partir de ce jour-là, la théorie corpusculaire de la lumière a vécu. Elle ne reviendra, mais sous forme moderne, par l'effet photoélectrique, qu'avec Einstein en 1905. Je résume ici un certain nombre de conclusions qui sont amorcées dans le travail et les idées d'Arago. Alors je voudrais terminer sur deux très belles découvertes d'Arago, astrophysicien cette fois, c'est-à-dire la physique appliquée à des objets sur lesquels on ne peut pas faire d'expérience, le Soleil et les étoiles. On ne peut qu'inférer leurs propriétés à partir des observations. Arago écrit « La lumière des gaz enflammés ne présente sous aucune inclinaison des traces de polarisation sensible. » Toujours son intérêt pour la polarisation et la rotation d'un cristal de spate permet de montrer que la lumière du Soleil n'est pas polarisée. Par analogie, il montre que le même moyen d'observation peut être appliqué à l'étude de la constitution physique du Soleil, confirmant les conjectures de Bode, de Scherrer et d'Herschel. Ainsi, dans cette même salle, le 14 juin 1824, Arago a établi pour la première fois la nature physique du Soleil. On savait qu'il émettait de la lumière, mais le mécanisme d'émission était inconnu. Arago a montré qu'il s'agissait d'un gaz chaud. Deuxième question qui avait hanté tout le XVIIIe siècle, est-ce que les étoiles sont comme le Soleil ? Évidemment, les étoiles sont à cette époque des points géométriques, donc impossible de conclure à cette question. Alors, Arago utilise à nouveau son polarimètre et il montre que, dans une expérience très astucieuse, parce que comme une étoile est à peu près sphérique et que la polarisation cherche à mesurer un écart de symétrie, il faut observer l'étoile dans une circonstance où sa surface n'est plus sphérique. Alors ça, c'est difficile parce qu'on ne change pas la forme d'une étoile, mais par fortune, une étoile parmi d'autres qui s'appelle Algol est une étoile variable parce que à chaque période de cette étoile, une autre étoile passe devant, beaucoup plus froide, donc ne contribuant pas à l'émission de la surface, qui devient alors dissymétrique. Et d'autres sont observés également par Arago, et que la lumière restant constamment d'une blancheur parfaite, on voit qu'il résulte de ces recherches, qui devront être continuées, la confirmation complète de l'hypothèse de l'identité de notre Soleil avec les innombrables étoiles qui peuplent le firmament. C'est la base même de l'astrophysique qui est posée par cette communication d'Arago. Voilà. Alors, la réponse est une image d'une étoile, ici faite à l'Observatoire de Paris à l'aide de techniques d'imagerie extrêmement sophistiquées, et elle ressemble évidemment au Soleil, c'est l'étoile Bételgeuse dans la constellation d'Orion. On a évoqué tout à l'heure, et je m'arrête là, Arago, mesureur de la Terre. Vous avez ici la méridienne de Delambre et Méchain entre les Invalides et Orléans. La mesure du mètre précise, la définition du mètre précise, demande de faire cette mesure au nord et au sud de la latitude 45 degrés, parce que cette latitude est la latitude où on a accès le plus facilement de France à la variation de sphéricité de la Terre, puisque la Terre est un ellipsoïde. Il faut donc aller jusqu'au Baléares, ce qui va donner les aventures dont il a été question tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Visite, je peux dépasser. 3 minutes. Alors, deux questions super urgentes. Monsieur ? Oui. Si je peux parler appuyez très sur fort. votre petit bouton. Oui, merci. Voilà, je voulais dire simplement que j'avais beaucoup apprécié les deux premiers exposés, mais je trouve qu'il y a un oublié dans tous ces deux exposés, c'est André-Marie Ampère. Voilà. Donc,
effectivement, Fresnel a démontré que la lumière était de nature ondulatoire, alors que simplement Jung a suggéré qu'elle était de nature ondulatoire. Et Ampère, lui, a été à la naissance de l'électromagnétisme, l'électrodynamique d'abord, ensuite l'électromagnétisme. Et si on va plus loin, c'est la lumière, comme vous l'avez dit, est une onde électromagnétique, et il faudra attendre un peu plus de temps pour avoir cette réponse. Merci beaucoup de votre commentaire. Bien entendu, je ne prétendais pas en 16 minutes, puisque j'ai dépassé mon temps d'1 minute, parler de l'ensemble de la carrière scientifique. J'ai choisi la lumière parce que c'est là, je crois, où ces découvertes sont les plus importantes. Ce n'est pas pour minimiser sa découverte du magnétisme de rotation, et peut-être aussi, comme vous l'avez dit, pour souligner que autant Laplace est resté sceptique jusqu'à la fin de sa vie par rapport aux découvertes d'Ampère, de Fresnel et d'Arago, autant Ampère, avec une rigueur très exigeante, beaucoup plus exigeante expérimentalement que les exigences qu'avait Arago lui-même, parce qu'il changeait de sujet tellement il trouvait qu'un nouveau sujet était intéressant. Ampère a soutenu les visions d'Arago, et l'aventure de l'électromagnétisme mériterait 16 autres minutes au moins. Je dois ajouter simplement que c'est grâce à Arago qu'Ampère a fait ses découvertes, puisque Arago a présenté ici l'expérience d'Ørsted, qui montrait l'influence du courant électrique sur une boussole. J'avais pensé vous refaire l'expérience, un principe de la main à la pâte, mais le temps était vraiment trop court. Moi, je propose à monsieur de venir dans 1 an et demi. Nous prévoyons de faire un 5 à 7 sur Ampère. C'était exactement ici, dans cette salle? Oui. 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 Dans cette salle même? Je pense. Il y a la question de Vincent Courtillot. Désolé. Oui, Pierre, j'ai aussi apprécié beaucoup ta présentation et évidemment, comme magnéticien, on est heureux de t'avoir entendu parler rapidement et d'avoir mis dans ton tableau le magnétisme. Je voulais juste signaler ici, mais tu le sais, qu'avec Jean-Louis Lemoyle, on a essayé de faire une recension de toutes les mesures du champ magnétique terrestre sur le site de l'Observatoire de Paris depuis 4 siècles. Et quand on fait ce travail qui est assez long, on s'aperçoit que la série d'Arago est la plus belle série qui soit, et il est probablement l'homme qui seul a fait le plus grand nombre de mesures magnétiques dans sa vie. Le chiffre est, je crois, supérieur à 100 000. Il se levait la nuit pour aller faire les mesures magnétiques lui-même. Donc c'était un grand observateur. Merci.